Et j'accueille Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média Le Monde Décrypté.com. Bonjour à vous. Bonjour Gérard, merci beaucoup d'être venu dans le 16-18. On est aussi avec Jean-Philippe Moinet, vous êtes politologue, directeur de la revue Civique. Gérard Vespierre, le Hamas aurait donc accepté le plan américain, en tout cas selon ce que dit le quotidien israélien Haaretz. Pour vous, c'est crédible? Est-ce qu'on sait vraiment d'abord ce qui contient ce plan? Et est-ce que le Hamas qui accepte, ça vous paraît plausible? Je pense qu'on est effectivement au bout du chemin. On est maintenant que cette grande réunion à l'ONU a eu lieu, qu'il y a eu un progrès substantiel dans la reconnaissance future d'un État palestinien. Je dis reconnaissance future parce qu'il reste à constituer, n'est-ce pas? Il faut des frontières, Donc on est effectivement derrière la dernière étape. D'autre part, le Hamas a tenu à attendre la réalisation de ce sommet pour valider finalement un prochain arrêt des combats. Donc tout va dans la bonne direction. Il y a eu cette semaine aussi un entretien entre Donald Trump et 7 États de la région, donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar, la Jordanie, la Turquie, le Pakistan. Donc vraiment, il y a aussi une implication des pays musulmans dans ce projet. Donc il y a tout lieu de croire qu'avec aussi la contribution de la France et la proposition du président Macron d'avoir une mission internationale donc pour le futur de stabilisation, eh bien voilà, si Tony Blair accepte cette proposition dont on entend parler, on est effectivement dans un processus bien enclenché. Mais alors du coup, ce responsable du Hamas qui aurait dit à un média qatari qu'il n'avait reçu aucune proposition à ce jour, pour vous, ça ne veut rien dire? Ce n'est pas parce qu'il y a un des responsables du Hamas qui a pas reçu de proposition que le Hamas n'a pas reçu de proposition? Oui, voilà, je pense que c'est un contre tous, n'est-ce pas? Donc il y a un processus international. Comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, Benjamin Netanyahu sera avec Donald Trump lundi. Donc on est vraiment dans une... Il semble, il y a au lieu de penser qu'on est dans une phase de finalisation. Jean-Philippe Moinet, Netanyahou qui parle de terminer le travail quand même, y compris à l'ONU. Est-ce qu'on peut construire un plan politique avec une logique encore militaire comme ça? Effectivement, on voit bien que la logique est passée du militaire au terrain diplomatique et politique. Ceux qui étaient en retrait, à savoir encore les États-Unis de Donald Trump il y a encore quelques jours, souvenons-nous quand le président français Emmanuel Macron, mais aussi les dirigeants de Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, qui ne sont pas soupçonnables d'être des pays hostiles aux États-Unis, avaient rejoint ce plan avec l'Arabie saoudite pour demander, au-delà de la reconnaissance de l'État de Palestine, mais demander finalement une gouvernance de Gaza sans le Hamas. On voyait des crispations diplomatiques des États-Unis et de Donald Trump, ses proches eux-mêmes. On a vu une accélération de l'histoire. Mon analyse est que finalement le poids des pays occidentaux énoncés et de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe, les pays modérés du Golfe, notamment les pays signataires des accords d'Abraham qui reconnaissent l'État d'Israël, le poids de ces pays a été tel que finalement l'administration américaine s'est plutôt rangée sur la ligne d'une discussion diplomatique et politique pour arrêter cette guerre. Gérard Vespierre, l'échange otages contre prisonniers, ça c'est forcément la clé immédiate pour enclencher un processus. Est-ce que pour vous c'est une condition sine qua non de cesser le feu? Est-ce qu'on peut imaginer une trêve sans libération des otages? Non, je pense qu'effectivement il y a main droite, main gauche, donc je prends, je donne. Donc il y a cette nécessité, ce qui s'est passé d'ailleurs dans les autres périodes de ce cessez-le-feu. Il y en a eu 2 pendant ces pratiquement 2 années de guerre. Donc à chaque période de cessez-le-feu, eh bien, il y a eu effectivement un échange de prisonniers contre des otages. Donc je pense qu'effectivement la même négociation et le même aboutissement va avoir lieu dans les prochains jours. Et il s'agit cette fois-ci, espérons-le, mais je pense que ça fait partie de l'ultime package, qu'il n'y ait pas de libération des otages conditionnelle, disons, ou partielle. Donc il y aura forcément, je pense, une libération totale de façon à apurer l'ensemble du contentieux entre Israël
et le Hamas. Vous êtes d'accord avec Jean-Philippe Moinet sur le rôle de Donald Trump? Pour vous, il a été décisif dans ce dossier, ou c'est surtout une mise en scène politique et finalement les pays arabes ne lui ont pas laissé tant le choix que ça d'agir? Les États-Unis sont à la manœuvre depuis des années, disons depuis le déclenchement du 7 octobre 2023, pour essayer effectivement de calmer le jeu. Et avant ça, dans toutes les grandes crises. Oui, mais dans le cadre de la crise de Gaza qui nous occupe ce soir, c'est vraiment depuis le 8 octobre au matin, les diplomates et aussi le Pentagone ont mis en place les procédures nécessaires pour essayer d'avancer et de résoudre la crise. Donc, ils sont hautement impliqués. Le nombre de voyages de Witkoff à Jérusalem sont importants. Marc Rubio aussi s'est déplacé souvent, donc le secrétaire aux Affaires étrangères. Donc il y a vraiment une implication américaine de premier niveau. Et d'ailleurs, tout se passe actuellement à Washington. Netanyahou est à Washington, va rencontrer Trump, comme on le disait il y a quelques minutes. Donc vraiment, les États-Unis sont un carrefour incontournable. Et effectivement, les États signataires, enfin l'État signataire des accords d'Abraham, qui sont les Émirats arabes unis, qui sont impliqués dans la réunion de cette semaine avec Trump, ont fait comprendre clairement que toute autre voie était impossible. Par exemple, une occupation prolongée de Gaza ou une annexion de la Cisjordanie romprait toute procédure de négociation se référant aux accords d'Abraham. On a été rejoint par Denis McShane. Merci d'être avec nous également dans le 16-18. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Vous étiez ministre des Affaires étrangères sous Tony Blair. Vous êtes en direct de Seattle. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, si cessez-le-feu il y a, la question, c'est qui gouvernera Gaza? C'est pas très clair, mais en tout cas, Tony Blair a été cité comme potentiel coordinateur international pour Gaza. D'après vous, pourquoi son nom revient sur la scène comme ça, près de 20 ans après toutes ses propres tentatives au Proche-Orient, à Tony Blair? Exactement, il a deux, disons, qualité. D'abord, il a passé 2 ans comme le représentant du Quartet, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union européenne, la Russie, l'Amérique, les États-Unis, en cherchant, et comme vous dites, il y a 20 ans, la possibilité de la paix, rejet de deux côtés. Et deuxièmement, c'est peut-être le seul, je ne veux pas vanter mon ami, mais il a produit la paix en Irlande du Nord. Et là, le conflit était aussi impossible de trouver une solution à l'époque, mais Blair l'a fait. Mais quand même, déjà, il insiste, pas d'expulsion des Palestiniens de Gaza. Il pose ses conditions. Ils sont acceptés côté gouvernement arabe. Il paraît côté président Trump, mais on sait avec président Trump. Et maintenant, c'est à M. Netanyahou de décider d'accepter que ces idées de nettoyage ethnique de chaque musulman de Gaza ne peut pas aboutir. Mais Denis McShane, quand même, à l'époque, il y avait eu pas mal de critiques à Tony Blair sur le manque de résultats de ce qu'il avait tenté. Est-ce que vous pensez que là, son expérience, c'est vraiment un atout, ou ça peut pas être aussi un peu un fardeau, ou en tout cas a priori un peu désabusé sur ce qu'il peut faire, puisqu'il a échoué il y a 20 ans? Il y a 20 ans, bien sûr, les conditions n'étaient pas mûres, mais maintenant, la tragédie est là devant nous. Est-ce qu'on va entrer dans une guerre de 100 ans entre les Juifs et les Palestiniens? C'est une absurdité. Je cherche le proverbe en français. En anglais, on dit si d'abord vous ne réussissez, tâchez encore une fois. Et donc, Blair a bien travaillé et on a dit exactement la même chose, je répète, sur Irlande du Nord. Impossible de trouver une solution, mais enfin, Blair a trouvé une solution. Il n'y a plus de violence, conflit direct en Irlande du Nord. Mais tout dépend de Netanyahou. Parce que est-ce qu'il va mener sa politique d'extermination des Palestiniens, et est-ce que finalement Hamas accepte en tant que groupe terroriste qui a tâché d'exterminer les Juifs? C'est le moment peut-être de rentrer dans le vestiaire pendant un moment.
à voir. Mais au moins, on a des mouvements, et ça, c'est une bonne chose. Vous restez avec nous, Denis McShane. Jean-Philippe Moinet, dans cette guerre, alors peut-être pour préciser plutôt entre le Hamas et Israël, contre les Juifs et les Palestiniens, c'est plus précis de dire entre Israël et le Hamas. Dans cette guerre-là, Tony Blair, il est perçu comme une personnalité neutre, capable de fédérer, ou est-ce que quand même, il est un peu marqué par l'Occident, par l'interventionnisme occidental ? En tout cas, Tony Blair est dans une situation un petit peu d'équidistance avec différents protagonistes de poids par sa personnalité quand même, et aussi par le fait même que la Grande-Bretagne a un historique très important avec les pays de la région, notamment l'Arabie saoudite. Et cet interventionnisme dans la conférence de l'ONU de l'Arabie saoudite avec la France, qu'il faut rappeler, et la Grande-Bretagne qui a appuyé la décision de soutenir la reconnaissance de l'État de Palestine à condition de la libération des otages et d'une fin de gouvernance par le mouvement islamiste et terroriste, le Hamas, eh bien, donne aujourd'hui, j'allais dire, un poids supplémentaire à la Grande-Bretagne et à Tony Blair en particulier, qui peut être aussi le lien historique avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui est l'allié historique, même s'il y a eu des divergences fortes, par exemple, concernant l'Ukraine. Mais donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il est l'une des personnalités de poids qui permet d'avancer dans le domaine diplomatique et politique et sortir de l'impasse militaire. Je souligne également que cette impasse militaire est soulignée non seulement par une majorité d'Israéliens dans le débat démocratique en Israël, mais aussi par des hautes autorités de sécurité d'Israël, à savoir l'ancien ministre de la Défense, par exemple, qui a été limogé par Benjamin Netanyahou, et d'autres hauts responsables de sécurité intérieure et extérieure israéliens. Donc il y a un constat international qui n'est pas encore celui du gouvernement de M. Netanyahou, qui est d'observer que l'impasse militaire est flagrante. Gérard Vespierre, vous pensez que les Palestiniens accepteraient une figure internationale comme Tony Blair à la tête d'une gouvernance transitoire ? Oui, parce que je pense qu'il a, premièrement, de l'expérience en tant que négociateur, il a l'expérience de la région, donc il n'y a aucune raison pour l'écarter, d'autant plus que, comme vient d'être précisé, la Grande-Bretagne vient d'aller dans le sens, effectivement, d'une reconnaissance de l'État palestinien. Donc on peut considérer qu'il y a 3 feux verts pour que Tony Blair... On ne lui demande pas d'aboutir à un résultat de négociation. Le résultat, il est pratiquement acquis. Il est là, la porte vient de s'ouvrir et elle va compléter de s'ouvrir. On va avoir effectivement un cessez-le-feu et une libération des otages. Je pense que ce qui est à faire après, c'est de mettre en place l'ensemble de la sécurité, l'ensemble de la gouvernance, l'ensemble des opérations pour l'aide humanitaire. Donc c'est plus un homme de négociation dans la gestion que de négociation dans un résultat politique difficile à obtenir. Denis McShane, vous êtes d'accord avec Gérard Vespierre ? Vous avez la même confiance que lui dans l'issue des prochains jours, ou vous pensez que ça peut aussi se terminer par une nouvelle impasse, comme on en a connu pas mal ces dernières semaines ? Quand je suis entré dans le ministère des Affaires étrangères britannique, de Foreign Office, on m'a demandé de s'occuper d'Amérique du Sud, de l'Asie où je travaillais. On m'a dit, vous devez avoir un dossier difficile, soit les Balkans ou le Moyen-Orient. Et j'ai dit, les Balkans, s'il vous plaît, parce que ça c'est depuis 1000 ans, depuis les croisés sont arrivés dans la région, il y a toujours du conflit et c'est très difficile de trouver une solution. Je ne dis pas que Tony Blair a un bâton magique, bien sûr, mais quand même, par rapport à des autres leaders disponibles, il a l'expérience. L'Angleterre a suivi la France dans la reconnaissance à la Palestine, qui est très très critiquée chez nous par la droite, extrême, et bien sûr aussi par les passionnés pour Israël dans la communauté juive. Mais quand même, Blair a l'expérience et il va faire son mieux
mais on ne peut pas demander plus. Mais tout dépend à la fin à Netanyahou et bien sûr tous les acteurs représentant le peuple palestinien. C'est M. Denis McShane qu'on aurait dû nommer à ce moment-là, oui, étant donné son expérience. En tout cas, je ne sais pas comment vous parlez des volcans, mais vous parlez très très bien du Proche-Orient, Denis McShane. Jean-Philippe Moinet, est-ce que vous pensez plus largement que c'est une bonne idée de confier l'avenir de Gaza à une personnalité étrangère comme ça? Pourquoi pas, par exemple, une structure multilatérale type ONU, Ligue arabe, pourquoi pas l'autorité palestinienne? Alors, la désignation qui reste à confirmer et à valider par différentes autorités de la région de Tony Blair, donc britannique, sera sans doute provisoire. Personne ne dit que Tony Blair va être le nouveau maître de Gaza pour les 10 prochaines années. Je pense que, comme ça a été dit, que cela permettrait, il faut mettre des conditionnels quand même, parce que les plans peuvent être théoriques et puis à un moment donné être rompus par l'une des parties et tout est à faire repartir à zéro. Mais dans ce scénario Tony Blair, ça peut être une première étape d'enclenchement en fait d'un processus diplomatique et politique suffisamment puissant et accompagné par les États de la région, notamment les pays du Golfe, mais aussi les pays occidentaux, États-Unis, mais pays européens compris, pour que ça soit à la fois effectif pour aboutir à la cessation des opérations militaires, que ça permette, et c'est un conditionnel qu'il faut souligner, il ne faut pas trop s'avancer, mais que ça permette la libération des otages, qui n'est pas acquise, et on ne sait pas d'ailleurs si les otages seront, et combien seront-ils vivants, et évidemment une forme d'abdication du Hamas, qui n'est pas acquise non plus, pour la future gouvernance de Gaza. Donc ça fait une série de conditions que Tony Blair serait amené à manier avec les différents protagonistes et partenaires. Ça prendra un certain temps, mais ce sera transitoire avant effectivement un processus qui intégrerait dans ce cas-là les acteurs palestiniens directement hors du Hamas et avec l'appui des pays arabes dits modérés de la région, avec l'accord d'Israël qui demandera évidemment toutes les garanties de sécurité pour l'avenir. Gérard Vespierre, hier à l'ONU, Benyamin Netanyahou a très clairement rejeté, mais comme il l'a toujours fait, la solution à 2 États. Comment, dans ce cas-là, lier Gaza et peut-être l'accord dont on parle à la dynamique de reconnaissance internationale de l'État palestinien? Est-ce qu'il faut une grande conférence internationale, par exemple, type Madrid en 91? Il faut peut-être un peu moins que cela et beaucoup plus que ça à la fois. Il faut qu'il y ait une évolution à l'intérieur d'Israël. On ne peut pas imaginer une solution qui permette effectivement la mise en place des 2 États sans que l'un, Israël, reconnaisse l'autre. Donc il y a eu historiquement un tel processus dans les années 90. Souvenez-vous, Yitzhak Rabin, Arafat, Bill Clinton, Washington, les accords d'Oslo, signature en 95 à nouveau. Des Nobel de la paix. Et puis assassinat d'Yitzhak Rabin, et non pas par un Palestinien, n'est-ce pas? Donc c'est un règlement qui a besoin de passer par une réflexion à l'intérieur d'Israël. Benjamin Netanyahou n'a plus qu'1 siège de majorité à la Knesset. Les élections, in fine, s'il n'y a pas de chambardement à l'intérieur de la Knesset, sont pour le mois d'octobre l'année prochaine. Donc il y a forcément, à un moment, une mise à plat de la position israélienne. Vous pensez que Benny Gantz est l'homme de demain dans ce dossier? Là, disons qu'avançons voilà, pas à pas, mais il y a besoin effectivement d'un nouveau leader et d'un leader qui soit dans la reprise du chemin historique. Si ça peut se passer comme ça, se construire comme ça, évoluer comme ça, à ce moment-là, le chemin pourra s'accomplir. Denis McShane, vous pensez que les Européens, alors je parle des Européens au sens large, pas forcément de l'UE, mais les Européens, y compris le Royaume-Uni, ont un rôle crédible dans cette phase où finalement, quand même, on est beaucoup réduit au rang de spectateurs?
Oui et non. Toute l'Europe, sous le leadership du président Macron et la France, a décidé, presque toute l'Europe, de reconnaître, donner reconnaissance officielle d'un État de Palestine. Ça, c'est un grand pas en avant. Ça a bousculé M. Trump et M. Netanyahu, parce qu'ils n'attendaient pas de ça. Et puis, on voit que M. Trump, le président américain, insiste que lui, c'est le faiseur de paix. Il insiste que sur l'Ukraine, le Balkan, je ne sais pas tout, Azerbaïdjan et Arménie, c'est lui qui est le grand faiseur de paix de nos jours. Acceptons sa validité, mais quand même, si il s'implique en disant à Netanyahu, ça suffit, et si enfin on peut, parce que les Israéliens sont retirés de la bande de Gaza il y a 20 ans, attendons en le donnant aux Palestiniens un compromis, mais on a eu le Hamas et les attaques, le terrorisme sans cesse anti-juif de Hamas. Donc si Hamas maintenant dit « Ah, nous sommes maintenant pour la paix », testez-le, que Hamas nous donne 6 mois, même 6 semaines, sans tuer des juifs, et peut-être les choses peuvent évoluer. Mais il faut quelqu'un qui est relativement neutre. Tony Blair a toujours un très bon rapport avec le monde arabe, comme vous avez dit. Et aussi, je persiste ici, avec moi, je suis moitié irlandais, et c'est quasiment un miracle qu'il n'y a plus de conflit en Irlande du Nord. Et ça, c'est grâce à tous les efforts, énormes efforts, 24 heures sur 24, à l'époque, il y a 20 ans, d'établir la paix. Merci. Donc, c'est une alternative. Je ne renvoie le bal aux Nations Unies, à l'Union européenne, aux conférences avec M. Poutine. Non. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Merci Denis McShane. Pardonnez-moi de vous couper un peu abruptement. Il est 17h30, passé d'1 minute. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Guillemette Allard.